Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, le 25e de la saison 5, là, on vous l'avait dit, la période des fêtes, amenait là, la fin de la saison comme toujours, là, donc le dernier épisode va être la semaine prochaine, le 26e, on vous fait, bon spoiler, là, vous le savez déjà, là, mais ça va être la fameuse, le stock picking entre guillemets, là, avec Gab et moi qui allons regarder quelques titres. Je trouve que c'est toujours ça fait une belle petite tradition, je pense, pour faire une transition vers une nouvelle saison. Et la nouvelle saison va commencer dès le début janvier, comme à l'habitude, sans pause. Pour aujourd'hui, l'épisode 25, comme je l'ai mentionné, là, on vous fait 2 au son de la cloche. Vous allez voir, c'est 2 discussions un petit peu analyse de compagnie. Là. Gab en avait une qui voulait parler et j'en avais une également. Là, donc, faire un retour, une compagnie qui est listée, une compagnie qui est privée. Donc, ça va être assez intéressant de parler dans 2 industries complètement différentes et sur des modèles qui sont diamétralement opposés. Là, vous Et allez voir, des... c'est clair que c'est deux industries complètement différentes, là. Non, exactement. Et ça, je pense qu'il y a une théorie d'investissement qu'on pourrait d'ailleurs mentionner, Gab, qu'on parlait beaucoup en off d'un de tes amis, là, qui va toucher peut-être une des 2 compagnies, mais bon, bref, trêve de discussion, de mise en place du tapis, là, mais je te passe la parole, Gab, pour le disclaimer de début d'épisode, surtout Ouais. pour la première compagnie qu'on va parler. Ouais, j'allais le dire, effectivement. Surtout pour la première compagnie, évidemment, tout ce que vous le savez, on le dit souvent, là, mais tout ce qu'on parle, évidemment, dans le podcast, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Consultez un expert, faites-vous votre propre avis, évidemment, avant de mettre votre argent en jeu. Vous êtes maître de vos décisions financières. Nous, on n'est pas, évidemment, responsable de ce que vous faites. Le but étant aujourd'hui de vous donner un éclairage, peut-être un point de vue évidemment sur la situation de cette compagnie-là. Et je pense que le but c'est ça, c'est de nous donner notre opinion encore une fois, puis libre à vous évidemment de prendre telle ou telle décision par la suite. Là. Non, exactement. Puis ça, je pense que c'est aussi décortiquer un peu des compagnies. Une qui est très beaucoup dans le spotlight, comme on dit si bien en anglais, là, et une qui l'est un peu moins, là, mais je pense que c'est intéressant. C'est des épisodes qui sont souvent très appréciés aussi là, lorsqu'on décortique un peu des modèles d'affaires. Donc, je pense qu'on est prêt à lancer le premier des 2 au son de la cloche. Parfait. Donc, première compagnie là, qui est une compagnie que je voulais aborder, je voulais discuter. On en parlait avec Gab, là, on avait déjà fait un petit topo là-dessus à l'époque lorsque la compagnie s'appelait Facebook, avec l'affaire avec Cambridge Analytica. Pour ceux qui s'en souviennent, chapeau, c'était saison 1, je pense dans les 10 premiers épisodes de la saison 1. On vous fait aujourd'hui un peu plus une discussion sur Meta, donc la compagnie maintenant renommée depuis octobre 2021, si je ne me trompe pas. Là. Mark Zuckerberg, en fait, qui est le CEO, avait annoncé le 28 octobre 2021 pour être exact, là, ce changement-là, et surtout là, la transition de Facebook, qui était initialement le réseau social qui était énorme, qui fonctionnait super bien, qui était leader mondial, vers Meta pour essayer de montrer que cette compagnie-là était plus qu'un simple réseau social, et aussi pour diversifier le modèle d'affaires vers autre chose que les réseaux sociaux qui étaient hyper compétitifs et aussi très centralisés sur un peu la même problématique que Twitter et Elon Musk vivent présentement, très basés sur les revenus publicitaires. Donc Meta est arrivé avec la volonté de mettre énormément d'argent et aller dans le projet un petit peu précurseur là, du Metaverse. On pourrait essayer de détailler un peu, mais on n'est clairement pas des experts non plus dans ce domaine-là. Mais le but c'était ça, donc transiter vers Meta depuis, et c'est un petit peu là le point de discussion d'aujourd'hui là, au son de la cloche. Les performances et la capitalisation boursière de Meta depuis cette transition-là, ça ne va pas bien. Là. On parle d'une compagnie qui à l'époque a atteint presque, ou je pense qu'a atteint le milliard Le 1000 milliards, le tu veux 1000 dire. milliards exact Ouais, de ouais. capitalisation boursière. Maintenant, on est à peu près au tiers en termes de capitalisation. Donc des pertes quand même assez considérables. Oui, bon, on a eu le contexte de l'année 2022 qui n'a pas été très très bon pour les techs. Mais je pense qu'il y a aussi une certaine emphase qui a été mise sur oui, le core de la business lié à Facebook, lié au réseau social n'a pas été très très bon comme je l'ai dit comme les techs, mais aussi les investissements qui ont été faits, la tentative de développer le metaverse justement, la tentative également, je pense qu'ils vendaient, là, on en parlera, là, mais les headsets Quest, là, il y avait le Quest 2 et le Quest Pro, je pense, le Quest Pro qui est le nouveau qui a été sorti. On se retrouve avec une compagnie maintenant qui, je pense que quelqu'un le mentionnait, là, mais la capitalisation a tourné à un certain point dans les eaux du bon vieux détaillant Home Depot, là, pour vous donner une idée. Là. Donc on est passé du 1 trillion à comme on a dit, là, un tiers de ça présentement.
Donc on se retrouve avec une compagnie qui ne va pas nécessairement très très bien, ou du moins qui est un peu vue de manière plus pessimiste par les analystes. Officiellement, je pense qu'il y a eu à peu près là, des investissements de, je pense que c'était 9,4 milliards de dollars là, qui ont été investis dans le Metaverse juste cette année, là, en fait, pour les 3 premiers trimestres là, qui ont été divulgués par Meta. Donc le Metaverse est une énorme part d'investissement et certaines personnes ont le débat de dire mais c'est énormément d'argent qui est investi. Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup de retours, on est bien au-delà de juste, on essaie de développer quelque chose, on fait un peu de research and development sur le côté, puis on veut développer un nouveau truc pour diversifier nos affaires. Ils sont vraiment all-in sur ces investissements-là. Ils investissent beaucoup trop d'argent à un certain point. Et c'est là où je pense que ça amène beaucoup de doutes sur quelle est la stratégie de Meta et de Zuckerberg au final sur le développement du Metaverse. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être à ce point accéléré et on voit un virement presque complet de Meta de simplement Facebook vers le Metaverse? Est-ce que c'est conséquent? Est-ce qu'il y a vraiment, sachant que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, sachant que les utilisateurs, comme toi et moi, Gab, on n'y connaît pas grand-chose, est-ce que ces investissements-là sont justifiables sur le fait que personne ne connaît vraiment plus le Metaverse, personne ne voit vraiment, je pense que les utilisateurs et tout, c'est pas nécessairement en grande croissance non plus. Est-ce que c'est conséquent de dire on investit autant? Est-ce qu'il ne devrait pas revenir un peu en arrière et mettre un petit peu moins d'emphase, investir beaucoup moins de, de billions of dollars dans ce projet-là et voir justement où ça mène? Je pense que c'est peut-être ça qui est intéressant, mais il y a beaucoup de doutes. Donc c'est un petit peu le point d'ancrage aujourd'hui. Là. Donc ça fait plus d'1 an, là. Comme j'ai dit, c'était octobre 2021 qu'il y a eu la transition. Mais on voit après plus d'1 an, 1 an et demi, 1 an et presque un trimestre, là, que le projet ne va pas aussi bien que ce que Mark Zuckerberg pouvait le présenter au tout début, et ça n'empêche pas le fait que on avait à l'époque un Facebook avant la transition vers Meta là, qui n'allait pas bien, qui avait beaucoup de problématiques. Là, on se souvient de Zuckerberg devant le Congrès. On se retrouve maintenant avec un Meta qui, oui, a enterré un petit peu les problèmes de Facebook en les mettant comme étant une part de l'entité, mais tout de même, on a une compagnie qui continue à dilapider énormément d'argent dans un projet qui n'a pas encore une fois de retour. Donc c'est un petit peu la trame. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gab, mais certaines personnes voyaient ça comme étant porteur, et je pense que c'était le cas d'ailleurs d'un de monsieur, de Jim Cramer, de Mad Money. Là. Je me souviens, il était mentionné que Jim Cramer a dû s'excuser là, à son auditoire parce que lorsque Zuckerberg est sorti avec l'idée de Meta, il croyait à ça comme étant la prunelle de ses yeux, là, comme étant un projet extrêmement profitable à l'avenir, et il avait encouragé ses auditeurs à investir là-dedans. On voit la performance, comme je vous l'ai mentionné, depuis là, où on est à un tiers de capitalisation boursière depuis cette transition-là. Ça n'a pas super bien fonctionné. Encore une fois, très tôt dans une industrie, je ne veux pas être placé pour juger Meta, je ne veux pas être placé pour juger Zuckerberg, et je ne veux pas non plus me baser sur l'historique passé des problèmes de Facebook et des problèmes de Zuckerberg également en tant que CEO. Là. Mais j'ai hâte de voir. Je considère que c'est très précurseur. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup trop d'argent qui est investi là-dedans. Et on n'y connaît pas grand-chose. Il n'y a pas suffisamment de mise en marché grand public, ou du moins de publicité ou de compréhension grand public qui est appuyée. On est très basé sur la technologie, très basé sur des investissements plus IT et dans les headsets et dans les trucs comme ça. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut essayer de rendre ça un petit peu plus... tout ce qui est tech, il faut qu'il y ait des utilisateurs, il faut que la croissance des abonnés ait lieu. Et je ne pense pas que c'est le cas présentement. Tu as touché le point en fait, principal en fait, du problème de Facebook. En fait, c'est la croissance qui commence à faire craindre en fait, les investisseurs, parce que on sait Facebook est le plus gros réseau social. Alors, par Facebook, d'ailleurs, on intègre effectivement les autres applications, dont principalement Instagram, vous le savez, qui est je pense aujourd'hui d'ailleurs le core business en fait de Facebook. Là, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de breakdown disponible pour les applis individuellement, genre Facebook, WhatsApp et Instagram. Mais ces trois-là, effectivement, c'est le cœur de métier évidemment de Facebook. Et vous le savez évidemment comment ils font de l'argent. C'est par de la publicité ciblée évidemment. Et les deux inquiétudes qu'on a, en fait, principalement, c'est ça, c'est que le nombre d'utilisateurs est en train de stagner. Je regardais les rapports semestriels qui viennent de sortir, enfin les plus récents. Je crois que les données sont au 30 septembre, parce que c'est tous les 3 mois là, pour ces derniers-là. Et le nombre d'utilisateurs journaliers des applications de Facebook a atteint quasiment 3 milliards de personnes. Donc vous allez dire, c'est quand même énorme, etc. C'est quand même un peu moins de la moitié de la population humaine. Oui, mais ce pourcentage et ce nombre d'utilisateurs commencent à stagner, hein, véritablement.
puisque là, tu vois, par exemple, au 30 septembre, c'était 2,93 milliards par jour, et pour te donner un chiffre, par exemple, un an auparavant, il était de 2,81. Donc tu vois, la croissance devient de plus en plus compliquée. D'ailleurs, on le voit sur les graphes du rapport annuel que je vous invite ou du rapport semestriel que je vous invite à lire évidemment sur le site de Edgar, là, qui est le site de la Securities and Exchange Commission. Et ben on voit que ça stagne. Et au niveau des utilisateurs mensuels, c'est la même chose. On est un peu plus de 3 milliards 7, je crois, au dernier chiffre qu'on a. Mais ce pourcentage tient à réduire. Et c'est vrai que la croissance, ça va être plus compliqué parce qu'il y a de moins en moins de personnes à les cibler. Et puis le nombre d'alternatives aujourd'hui est assez limité. Tu vois, les gens, aujourd'hui même Facebook a pas mal copié les différents euh, fonctionnalités de réseaux parallèles. On se souvient à l'époque, c'était Snapchat qui avait énormément gagné par les fameuses stories. Bon, Snapchat, qui utilise ça aujourd'hui? Enfin, je connais personne qui utilise ça là, mais bon, enfin, en tout cas dans mon entourage, faites-nous signe si vous utilisez Snapchat. Même chose avec les messages, en tout cas, qui pouvaient s'effacer une fois, qu'on pouvait trouver pareil dans Snapchat. La fonctionnalité Messenger, bon bah ça c'était les autres, bah maintenant ça est intégré avec WhatsApp. Donc bref, j'ai l'impression que maintenant les applis s'autocopient en fait entre elles et fait que en fait maintenant tu as un espèce d'écosystème général, mais qui a une croissance encore une fois compliquée parce que les gens utilisent déjà WhatsApp, ils utilisent ce genre de produit, et puis il est même probable même qu'ils switchent à des solutions qui sont peut-être plus respectueuses aussi de la vie privée. Parce que c'est le première critique qu'on peut donner évidemment à Facebook, c'est que évidemment leur business model repose sur la collecte d'informations privées et confidentielles. Évidemment, bon, c'est anonymisé, etc. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Ça n'empêche quand même qu'ils collectent des informations personnelles. Et tu as énormément d'alternatives qui ont commencé à pulluler sur la toile, là, mais notamment Telegram, je pense, qui a énormément fait parler dans les derniers mois, surtout avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, puisque Telegram devient même un espèce de réseau social à part entière et non pas une application de messagerie. Là. C'est un exemple. WeChat, les alternatives chinoises aussi commencent à évidemment être extrêmement puissantes. On voit aussi des alternatives comme Signal aussi, qui sont des applications dites plus sécurisées. Je sais pas, je pense qu'il y a une technique de chiffrement des messages qui fait que les messages sont confidentiels, ne peuvent pas être espionnés par une tierce partie. Là, mais ça n'empêche quand même que il y a des contraintes sur la vie privée aussi qui ont énormément affecté Facebook. Dernier point, puis tu vois, au niveau des revenus, c'est clair que ça a stagné, voire baissé. Et la raison principale aussi de la baisse de ces revenus, c'est les dernières mises à jour de iOS, en fait, avec Apple. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Apple, depuis ces dernières mises à jour, permet en fait à ses utilisateurs de choisir le type d'information qui est envoyé en fait aux annonceurs puis aux applications tierces comme Facebook. Et c'est vrai que Facebook était très inquiète parce que évidemment ils sont énormément dépendants de l'utilisation sur l'iPhone parce que c'est évidemment la première source évidemment de contact avec aujourd'hui avec les plupart des réseaux sociaux, c'est par le téléphone et non plus sur l'application sur l'ordinateur en fait. Donc ça fait que c'est tout cette espèce d'ombriglio évidemment autour des datas etc qui pose problème. La question évidemment de l'accord avec Apple, puis les relations qui sont un peu compliquées. Et le dernier, tu l'as cité JP, mais c'est l'histoire du métaverse. Alors je dois t'avouer, moi j'ai utilisé ça une fois, le métaverse, et j'ai pas été convaincu, puisque ça ressemble un peu à un espèce de Second Life, pour ceux qui connaissent dans les débuts des années 2000, tu avais un espèce de réseau social comme ça qui existait, là, où tu avais un espèce d'avatar dans un monde parallèle, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt évidemment de ce genre de système. On va me dire, ouais, Gabriel, t'es un boomer, etc. Mais bon, ça n'empêche, j'ai beaucoup de mal à comprendre la pertinence, tu veux, de ce système-là par rapport à juste aller prendre, je sais pas, aller boire une bière avec des potes. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu particulier. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent en faire en fait de ce métaverse. Et d'ailleurs, comment ils comptent faire de l'argent aussi avec, parce que ça me paraît être un business un peu lugubre là. Ouais, puis tu sais, le problème aussi plus globalement avec le Metaverse, moi, ma vision, là, encore une fois, pour faire un peu de pouce sur ce que tu mentionnais, c'est pour que la compagnie Meta puisse continuer à avoir de l'expansion, ça ne peut pas passer par les réseaux sociaux. Tu l'as bien soulevé, il y a des problématiques avec le modèle qui existe déjà et avec la panoplie Ah non, bah c'est le d'autres but, hein. applications. C'est le but. Exactement. Donc, est-ce que le fait d'y aller vers le métavers, vers le metaverse en bon anglais, va
réellement être la meilleure alternative, je ne suis pas prêt à dire ça, mais Zuckerberg semble aller à fond là-dessus. Donc, Facebook, maintenant Meta, avait besoin d'un changement, avait besoin de quelque chose pour recréer de la croissance. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Je suis d'accord que si maintenant, en 2022, on peut se poser des questions sur l'intérêt d'aller dans un univers, entre guillemets, virtuel, en fait, même pas entre guillemets, complètement virtuel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est accessible et qui devient un peu une vie parallèle, avec une économie parallèle, avec un système politique parallèle, avec des lois parallèles à la réalité. Est-ce qu'en 2022, ça fait du sens? Peut-être pas. Maintenant, est-ce qu'on est en 2050, 2055, tu peux plus vraiment mettre le nez dehors sans te prendre un coup de soleil après 3 secondes parce que il fait trop chaud, puis t'as de l'eau dans ta cour arrière parce que les glaciers ont tous fondu, fait que t'es rendu à ce que tu sais, je veux dire, il y a peut-être un contexte où cette espèce d'utopie-là où ben, les personnes, pour interagir, n'auront pas le choix de passer 10 heures par jour pour travailler, par exemple, et pour interagir avec d'autres individus sur le metaverse. Peut-être. Encore une fois, on est très loin du compte, puis je pense que tu disais, c'est un peu l'approche boomer ou la vision plus court terme, moyen terme de la période sur laquelle on a, tu sais, oui, YOLO, entre guillemets, on a juste une vie, là, mais je pense qu'effectivement, 200, tu sais, dans les décennies à venir, je pense qu'il y a d'autres problématiques qui vont rendre peut-être cet intérêt-là, au final, moi c'est un peu la vision, là, on dirait qu'on lit un livre presque en voyant le métavers où tout le monde est chez soi, dans son salon, avec l'espèce de casque, avec le headset, exactement, branché sur du soluté pour ne pas avoir à manger, bref, ça a l'air fou, mais on s'entend, ça va arriver un jour, on sera probablement pas sur Terre, mais ça va probablement arriver. Donc, je pense que c'est un petit peu ça le débat, c'est pas fou. Présentement, je pense par contre que c'est beaucoup trop d'investissement, c'est pas un modèle qui fonctionne très très bien. Et c'est pas quelque chose qui va être nécessairement utile pour des millions et des millions et des millions de personnes dans les 10 prochaines années. Donc on s'entend, il faut pas non plus que les liquidités de Meta soient flambées dans quelque chose qui ne va pas rapporter parce que les investisseurs vont pas lui permettre, ok oui non, ce projet-là, ça va être hyper rentable dans 75 ans. Ça fonctionne pas de même malheureusement, les compagnies listées, les marchés financiers. Il faut qu'il y ait des retours à un certain point. Ça veut pas juste être un puits sans fond à argent, donc c'est un petit peu ça mon premier doute. Je pense que, bon, l'approche de transition, c'est bien. Zuckerberg est bien de sortir un petit peu des médias sociaux. Je suis pas prêt à dire que le metaverse est la meilleure alternative présentement pour diversifier un petit peu et retrouver de la croissance. L'autre point, je l'ai mentionné, c'est toute la problématique derrière. Ben, présentement, les utilisateurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas facile nécessairement de voir un intérêt pour s'investir réellement dans le metaverse parce que pour que ça se développe, il faut que les personnes s'investissent plusieurs heures par jour. Il faut qu'il y ait un intérêt soudainement pour avoir des transactions immobilières. Je sais qu'il y avait des histoires de même, là, où tu peux acheter un terrain sur je sais pas trop quoi, puis il y avait plein de stars qui faisaient un peu. C'est un peu une alternative aux NFT. Là. Le monde achetait des NFT, puis le monde achetait des terrains dans le metaverse. À l'époque, sur Second Life, en fait, tu pouvais effectivement acheter. Tu avais même des agents immobiliers, tu avais véritablement comme un univers parallèle, en fait. Et c'était très précurseur. Je crois que c'est début des années 2000. Excuse-moi, j'étais peut-être trop jeune à l'époque aussi, puis ma connexion internet était de l'époque, c'était quasi soviétique, là, donc j'ai pas connu cet univers-là, là, mais ça ressemble à ça, de ce que j'ai compris. Là. Mais c'est pour ça que je pense que le projet implique que ça ne doit pas être vu comme étant un jeu vidéo. Moi, c'est un peu la grande distinction. Pour que ça fonctionne, pour que les investissements dans le metaverse, c'est que ça amène quelque chose à un certain point pour Meta en tant que compagnie des retours intéressants, il faut que les utilisateurs le voient comme autre chose qu'un jeu vidéo. Il faut vraiment qu'ils aient un intérêt à développer et à contribuer au développement justement d'une société virtuelle. C'est littéralement ça. S'il n'y a pas ce fonctionnement-là, ben c'est comme quand on était petit puis qu'on se connectait sur Minecraft c'est un peu le même contexte. Si on voit ça comme un jeu, ça n'aura pas de sens, ça ne sera pas profitable, ça ne sera pas rentable, il n'y aura pas d'intérêt pour les compagnies publicitaires, il n'y aura pas d'intérêt pour avoir un système de taxes et impôts, whatever quoi. On s'entend, c'est littéralement ça. Il faut que ce soit mis en place, c'est bloc par bloc. Par contre, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est fonctionnel présentement dans les prochaines années. Je ne pense pas que le bassin d'utilisateurs va être suffisant pour créer ce truc-là. Et c'est là où j'ai beaucoup de doutes sur la pérennité du projet. Encore une fois, c'est un beau problème pour Meta parce qu'ils ont la capacité financière, ils ont les liquidités s'ils veulent entretenir ce projet-là. Et malgré tout, malgré le fait que les investisseurs ne vont peut-être pas avoir de retour sur ce projet-là ou cette diversification-là d'activités ou du business model, ils ont quand même assez de branding, cette compagnie-là, pour ne pas non plus tomber. Là. On s'entend. Là. C'est pas comme une petite compagnie que Gab et moi on partira, on se fera un metaverse si les investisseurs ne voulaient pas. Ils sortent tout, on devient un pink sheet puis on ferme. T'sais, c'est littéralement ça. Je ne pense pas que cette avenue-là est dans les plans pour Meta, mais je considère quand même que ce projet-là, à mon avis, c'est un puits sans fond à argent. Ah. C'est un puits qui prend des utilisateurs qui n'existent pas présentement, ou s'ils existent à un certain point, doit être investi à un niveau régulier, littéralement à chaque jour. Il faut qu'une compagnie, je dis n'importe quoi, il faut qu'une compagnie décide de dire, OK, maintenant, ton travail, tu le fais par où? Tu le fais en mettant le headset, puis tu travailles ton 8 heures par jour.
dans notre compagnie virtuelle sur le Metaverse. C'est fou présentement d'y penser, mais s'il n'y a pas ça un jour, encore une fois, les utilisateurs vont être comme toi et comme moi qui connectent sa Xbox One une fois par mois pour jouer à Madden puis à FIFA. Si c'est un jeu vidéo, ça ne fonctionne pas. Ça sera pas rentable, ça sera pas un projet qui va être porteur. S'il y a réellement un bassin qui va fonctionner, ça va l'être. Encore une fois, je pense que ça trame un peu dans ma vision. Là. Je suis un peu pessimiste là-dessus. On voit déjà un peu les projections pour 2023 qui sont des pertes de ce secteur-là de Meta va être aussi majeures et il n'y a aucune limitation au niveau des investissements qui va être fait. Donc, je parlais de 9 milliards, je pense, dans le début de l'épisode pour les 3 premiers trimestres. Ça va être probablement ça et même plus pour l'année prochaine également. Donc, ça m'inquiète un peu. Mais encore une fois, on verra c'est quoi la suite, là, mais je pense que c'est rare un projet de diversification significatif pour une compagnie de tech de cette ampleur-là qui n'est pas forcément quelque chose qui peut rapporter des retours évidents dans les 5 prochaines années. Avec autant d'investissements, c'est pas quelque chose que je trouve particulièrement brillant. En termes de petits investissements R&D, avec un cap sur les investissements qui peuvent être faits, peut-être. Mais avec autant en grande pompe, une transition, je pense que c'est peut-être ça qui me met un petit peu de doute sur Zuckerberg et sa Après, vous allez penser qu'on est genre en mode discussion maison de retraite, les boomers entre eux, qui sont en train de bâcher le projet. Encore une fois, moi je l'ai personnellement essayé là, enfin les deux modes d'ailleurs. Encore une fois, je suis pas un expert là-dedans là, de VR headset là. Une fois j'ai fait l'espèce de jeu là, ça ressemble à une espèce de Fruit Ninja avec je sais pas avec les commandes là, donc c'était assez drôle, mais c'était drôle. C'était Oculus qui était une compagnie qui a été achetée d'ailleurs par Facebook, je me trompe pas, en 2013 ou autour de ça. C'est ça, donc je pense que c'est avec ce mode-là là, que j'ai joué, et puis c'était drôle, mais pendant 20 minutes, c'est bon, j'ai coupé des fruits, c'est drôle, là, à un moment donné, je pense que même à partir d'un certain bout de temps, tu commences même à avoir le vertige, etc. Là, c'est vraiment bizarre comme sensation, là. Je pense pas que ce soit un modèle, en fait, très scalable, en fait. Je pense pas que ce soit des millions de personnes qui vont acheter le VR headset, parce qu'en plus c'est assez cher en plus cet appareil-là, hein, ça coûte plusieurs centaines de dollars. En l'occurrence, moi c'était un ami là qui me l'avait prêté là, puis je te dis le test avait pas été concluant parce que c'est ça, j'ai fait le truc, en tout cas le Fruit Ninja, puis l'espèce de réseau social, donc l'espèce de métaverse là qu'ils appellent. Et pareil, les communications sont assez étranges, etc. Enfin je trouve que c'est déjà par définition, déjà pas de base, j'aime pas trop les réseaux sociaux, etc. Je trouve que ça amène déjà une culture assez toxique. Je déteste les jeux en ligne aussi, donc tous les MMORPG, etc. J'ai pas du tout été là-dedans. Peut-être qu'aussi c'est une histoire d'années, hein, avec le temps. Peut-être que mes goûts aussi ont changé, qui font que bon, avant je jouais beaucoup et j'estime que peut-être qu'aujourd'hui j'ai plus le même intérêt. Je pense que même j'ai perdu beaucoup de temps là-dedans, là, même si bon, j'ai jamais été un nerd, mais je pense que j'ai perdu énormément de temps là-dedans. Donc, c'est peut-être très personnel de la façon dont on reflète notre opinion là aujourd'hui là dans ce podcast-là, là, mais le but étant de peut-être se donner l'idée en fait d'un client moyen. Est-ce que réellement j'ai envie de payer 250 $ pour acheter un truc pour être en ligne, être complètement névrosé là-dessus là, donc. J'ai encore un peu du mal. Après, le concept de métavers est aussi appliqué dans d'autres jeux vidéo. Hein, parce que je pense que maintenant, Fortnite, t'as un mode aussi avec le VR, là, donc tu peux même rencontrer tes amis, etc. sur la plateforme sans jouer au Battle Royale. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Hein, les réseaux sociaux existent toujours. Là, moi, à l'époque, t'avais même des réseaux 2006, 2007, etc. T'avais... à mon époque, à Habbo Hotel, tu avais ce genre de trucs qui existaient, là, mais t'avais le Club Pingouin aussi, je pense que ça c'était... On réitère souvent, miniclip.com, merci. Ouais, Miniclip, putain, ça c'était bon, ça, à l'époque. Mon Dieu, les gens vont dire, putain, vous vivez, les gars, dans les années... début des années 2000, là, mais ça a marqué mon enfance... Enfin, pour moi, ça a marqué... Les jeux Flash, ça a marqué mon enfance, là, quand même. Donc... Après, c'est peut-être ça quelque chose de générationnel, mais aussi, je pense pas que d'un point de vue corporate aussi, on va faire aujourd'hui des réunions avec des VR headsets, etc. Alors que aujourd'hui, je pense qu'on a, d'autant plus après la pandémie, je pense que le contact humain est devenu encore plus important. J'ai l'impression que les gens sont très friands justement d'expériences, de voyages, etc., de rencontres humaines, etc., au lieu de travailler, tu vois, à distance, même si, bon, vous voyez, nous on enregistre le podcast à distance, mais
on essaye de se voir quand même ça suffisamment souvent avec JP, là, donc du mal à voir encore une fois l'intérêt de ce métaverse et malheureusement j'ai pas d'autres opinions là-dessus et je me base sur ma propre opinion de mon expérience que j'ai eue avec et pour le moment je la trouve assez désastreuse. Tu sais, je pense que le point clé, c'est aujourd'hui, c'est un peu douteux comme projet. À l'avenir, c'est tout à fait possible. Donc, je pense que c'est un peu la trame. Maintenant, encore une fois, c'est de voir cette logique-là de maintenant moins faisable dans 50 ans, probablement tout à fait la réalité. Comment ça fonctionne pour une compagnie listée qui doit faire des retours. Je pense que c'est le point qu'on va savoir et qui va être intéressant de suivre là, au niveau de l'évolution de Meta. Au-delà, je l'ai dit, ça fait un an en octobre. Ça va être la fin de leurs résultats là, pour l'année 2022 également. Donc, on va avoir un portrait sur une année complète là, financière. Intéressant à suivre, là, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de questions et beaucoup de... Encore une fois, la scalability de leurs investissements va être intéressant. Est-ce qu'ils vont continuer à aller à fond, maintenir la même stratégie ou réduire un peu? Je pense que ça va en dire beaucoup, encore une fois, sur la vision court terme, moyen terme là, du métaverse et de Meta plus globalement. Passons maintenant à notre deuxième segment, le Au son de la cloche à nouveau. Parfait. Donc, on l'avait dit, là, on change de trame complètement. On passe d'une énorme corporation multinationale publique ou listée et on se retrouve maintenant vers une compagnie qui est propriété familiale en fait, et qui est également privée, donc n'est pas listée sur les marchés boursiers. C'était une compagnie que Gab voulait qu'on parle et encore une fois, le fan de poulet, on vous salue. On veut faire un petit topo sur Chick-fil-A. Qui est une compagnie ou une chaîne de restauration rapide, là, mais qui est typique pour leur chicken sandwich et qui est très connue aux États-Unis. Chaîne de restauration d'ailleurs qui est ouverte du lundi au samedi, donc toujours fermée le dimanche depuis que le fondateur l'a annoncé ça. Je pense que la compagnie a été fondée là, en 1967 et c'était à la base déjà dans le planning de monsieur, du fondateur Truett là, qui voulait littéralement garder le dimanche libre à la fois pour le côté religieux, là, qui a un penchant assez notoire aux États-Unis, mais également plus pour ceux qui n'avaient même pas besoin d'aller à l'église, juste pour des fins de repos. Donc encore une fois aujourd'hui, malgré le fait qu'ils font compétition avec l'ensemble des grandes chaînes de restauration rapide, aux États-Unis, il y en a une panoplie. On aurait pu faire un épisode, littéralement faire un segment spécial sur les chaînes de sandwich poulet aux États-Unis, là. Mais reste ouvert du lundi au samedi, mais est extrêmement reconnu, oui, pour la qualité de son offre de produits, son offre qui est très restreinte, mais qui est de très forte qualité. Le A, d'ailleurs, dans le Chick-fil-A, est en l'honneur de la mention là, que c'est du Grade A Top Quality pour le poulet. Et il y a également la logique du service. Chick-fil-A est renommé pour avoir un service qui est extrêmement fort et que c'est la clé du succès. Là. Les personnes qui sont embauchées là sont des personnes qui sont très sociables et très extraverties, mais il y a toujours, il faudrait que je la retrouve, là, mais il y a une phrase typique qu'ils vont toujours dire aux clients. Donc il y a vraiment une proximité au niveau du service client et une continuité du service client qui la rend, cette chaîne-là, complètement distincte de si on compare par exemple avec un McDonald's, où oui, le produit va être pareil, mais le service va être relativement pareil à travers le monde parce qu'il est mauvais partout, entre guillemets, là, au niveau de McDonald's. Mais Chick-fil-A, ça a l'air, le service est toujours number one. Il y a des chaînes un peu partout d'ailleurs, dans la majorité des États, là, aux États-Unis et un peu au Canada d'ailleurs maintenant. Mais une chaîne quand même assez importante et qui a un modèle d'affaires chez Gab que tu voulais parler, là, qui est quand même assez intéressant sur le faible coût d'obtenir une franchise, mais également la difficulté d'obtenir une franchise également, ce qui rend ce modèle-là bien distinct de plusieurs autres compagnies à la Subway et McDonald's, que tu peux littéralement, tant que tu as la capacité financière, tu peux en avoir une et en mettre à chaque coin de rue si ça te tente. Là. Ouais, après, bon, c'est un peu limité, là. Tu peux pas non plus mettre des franchises partout, là, parce que non, il y a les règles et tout. T'as les règles de distance, sinon tu aurais ce qu'on appelle du cannibalisme de vente, là. C'est-à-dire que tu te manges toi-même les ventes de ta propre chaîne, là. Mais bon. Pourquoi, d'ailleurs, on a voulu faire un épisode là-dessus? Parce qu'on va dire, les gars, pourquoi vous voulez faire un épisode sur le poulet frit? Je sais pas, c'est une chaîne qui m'a toujours fasciné, en fait. J'ai jamais mangé là-bas, là, d'ailleurs. Donc, un jour, peut-être. Mais c'est une chaîne qui m'a toujours fasciné, qui fascine aussi énormément les Américains, en fait, parce que Chick-fil-A est l'une des rares chaînes de fast-food, en fait, qui n'est pas négociée en bourse, parce qu'elle appartient toujours à la famille aussi de son truculent fondateur, qui est Monsieur Cali,
qui, comme tu l'as dit, est non seulement un républicain, je pense assez convaincu, là, puisque ce dernier était très religieux, le fameux Closed on Sundays, qui vraiment fait l'image de marque de la boîte. Hein. D'ailleurs, l'ensemble, même ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, sont fermés évidemment le dimanche, je pense pareil, par respect de la charité chrétienne, etc. Entreprise qui a été d'ailleurs par le coup assez controversée justement pour ses positions anti-LGBT aussi. Donc ça c'est pour le côté négatif, on va dire, de l'histoire. Mais je trouve que leur business model est assez intéressant parce que justement, comme tu l'as dit, ils font toutes les choses à l'opposé en fait des autres chaînes de fast-food. Les chaînes de fast-food principalement, comme le nom l'indique, c'est quoi leur priorité? C'est de servir de la nourriture rapidement en fait. C'est de faire un turnover de vente hyper important. Faire en sorte que du moment que le Big Mac, par exemple, pour ceux qui ont déjà travaillé chez McDo ou dans n'importe quelle chaîne d'ailleurs de fast-food ou de restauration rapide, là, le but est de sortir en quelques secondes en fait les burgers les plus populaires. Là, tu vois, normalement c'est une histoire d'une minute. Hein, le temps entre ce que la viande sorte et la commande sorte et qu'elle soit reçue par le client, ça doit être le plus rapide possible pour qu'il y ait de plus en plus de ventes, tu vois, et que les gens s'en vont, qu'il y ait un roulement. D'ailleurs, si vous avez vu le film Defender avec je crois qu'il est disponible sur Netflix là, donc qui parle de l'histoire du fondateur des frères McDonald's et de Roy Kroc, qui est un peu le père de McDonald's, du McDonald's moderne. Et ben leur but c'est ça, c'est de vendre, c'est le speedy system. Chick-fil-A, c'est le contraire. C'est de dire non, on focus sur la qualité. On dit, écoutez, non, on préfère avoir un temps d'attente beaucoup plus long. D'ailleurs, souvent, Chick-fil-A a des temps d'attente sur le drive-thru, donc la commande au volant, là, je sais pas comment on appelle ça, le drive. Volant, oui. Le drive en français, pour nos amis français, là, qui est l'un des plus longs aux États-Unis. Par contre, c'est l'un des plus malins, parce que justement, les gens, les employés, comme tu l'as dit, sont extrêmement malins. Ils vont à ta vitre pour aller avec une petite iPad commander à qu'est-ce que je vous propose, etc., d'être super gentil. Il y a la règle de toujours sourire aux clients aussi qui est appliquée, qui est peut-être aussi liée je pense à la tradition chrétienne aussi de la compagnie, là, qui est pareil, des traits de personnes du sud aussi, du sud des États-Unis qui sont toujours très gentils, mais bon, très républicains aussi. Là, c'est peut-être la blague qu'on peut avoir là. Et de proposer ça des produits énormément de qualité. Tu l'as dit aussi, leur menu est très limité. McDonald's, souvent leur but c'est d'ouvrir de nouveaux produits. Il y a toujours des sandwichs un peu spéciaux là qui ouvrent tous les trimestres ou tous les mois. Tu as des trucs un peu barrés là, des burgers avec des viandes un peu particulières là. Chez Chick-fil-A, on n'a jamais ça. On garantit le même produit, toujours le même, mais qualité A, tu vois. Donc ça c'est un autre truc qui définit Chick-fil-A. Et comme tu l'as dit, leur modèle de franchise, tu vois, les franchises, d'habitude, tu dois les acheter à un prix très fort, par exemple chez McDonald's, Subway, etc. Et le but étant de récupérer un royalty sur les ventes du franchisé. Chez Chick-fil-A, c'est complètement différent. Le franchisé, c'est un ancien employé, d'ailleurs, qui doit avoir un certain nombre d'expériences, en fait, pour avoir une franchise. Et la franchise est beaucoup moins chère, parce que je crois que c'est dans un tour des 10 000 $. Ouais, 15 000, exact. C'est ça, c'est vraiment ridicule. Par contre, c'est l'une des franchises les plus difficiles à avoir, puisque tu n'as même pas 1% des applications qui sont acceptées, en fait. Donc, il est plus difficile d'avoir une franchise Chick-fil-A que de rentrer à Harvard, pour vous dire le business model derrière ça. Et je trouve que c'est particulièrement brillant, parce que on essaye d'éviter d'avoir trop de franchisés qui vont dégrader le produit, en fait, ou dégrader l'image corporative de l'entreprise. Peut-être aussi les standards de santé et de sécurité, là, donc la propreté, etc. Et vraiment focuser sur avoir des produits qui sont parfaits et éviter d'avoir trop de succursales qui pourraient se dégrader, tu vois, et amener une mauvaise image à l'entreprise. Ce qu'on avait vu d'ailleurs, pareil, encore une fois, dans le Founder, on le voit d'ailleurs au début, les restos McDonald's sont complètement dégueulasses et ça affecte évidemment l'image du fast-food. Donc, je trouve qu'il y a un business model, encore une fois, que je trouve assez brillant, en fait, et que je tenais à vous partager, chers auditeurs, parce que je trouve ça assez fascinant, en tout cas, de faire les choses différemment, là. Exact. Puis, pour vous donner des chiffres, là, c'est privé, mais il y a des estimations. Là. Certains vont dire qu'en 2021, là, ça a été à peu près 6 milliards de dollars, par exemple, de revenus, et à peu près, c'est peut-être du 8% annuel de croissance d'une année à l'autre. Encore une fois, c'est des estimations, là, comme j'ai dit, c'est privé. J'ai retrouvé d'ailleurs là, le point que je vous parlais tout à l'heure sur le point distinctif du service. Là,
le point clé qui montre assez bien l'idéal de service parfait qu'ils visent, c'est que plutôt que de répondre à un consommateur à la fin d'une transaction « You're welcome », en anglais, ils vont dire « My pleasure ». Donc, toujours axé sur le fait que l'employé de Chick-fil-A a littéralement pas le goût d'être nulle part ailleurs présentement qu'en train à la caisse, en train de te servir le burger poulet. Donc, j'avoue que ça fait encore une fois une différence et je pense que c'est ce qui rend cette compagnie-là très distinctive. On parle d'ailleurs, là, j'ai sorti des chiffres, là, c'est à peu près 2600 locations au restaurant, en fait, aux États-Unis et au Canada, ce qui, comme tu le disais, Gab, là, est bien loin des grandes chaînes de restauration rapide. Mais de savoir que le brand fait en sorte que lorsqu'il y a l'opportunité, bien évidemment, nous, on n'en a pas vraiment au Québec, malheureusement, mais si on est dans une ville américaine et on a le goût d'un burger de poulet, ben, là, c'est presque clair que c'est probablement le numéro 1 en termes de qualité et en termes de service. Donc, les personnes sont prêtes, malgré le fait que le nombre de restaurants est beaucoup plus faible en termes de nombre dans une ville moyenne, par exemple, que la majorité des compétiteurs, ils vont quand même avoir de l'intérêt à y aller, et ça, même si, comme on l'a dit, c'est fermé le dimanche également. Donc, ça montre très bien la différenciation qui a été faite, et c'est une chaîne, comme on l'a dit, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, si on parle de la fondation en 67 en Géorgie. Donc, j'aime justement l'idée que tu présentais, j'aime des compagnies comme ça qui sont dans une industrie qu'on peut presque banaliser parce qu'on l'analyse presque plus. Je pense que c'est ça qu'on riait en off, là, mais ton ami qui mentionnait que l'investissement dans le poulet, c'était toujours un investissement rentable. Entre guillemets, là, je déforme un peu sa parole parce que c'était dit en anglais et sur une compagnie listée, mais c'est un peu le même principe. Là, donc, c'est un modèle qui fonctionne très bien et c'est une industrie qu'on banalise parce que ça fonctionne. Il y a des revenus, comme on l'a dit, et on se pose même pas de questions nécessairement sur la rentabilité de ce genre de compagnie-là. Par contre, de voir que depuis autant d'années, ça a maintenu la même stratégie, même si, en comparant avec des compétiteurs, ils auraient pu décider de faire imploser complètement leur business model et d'aller à fond à la McDonald's, d'aller à fond avec le plus d'adresses, d'aller à fond avec le fait que on dégrade un peu le service, on offre quelque chose qui est beaucoup plus varié en termes de service et on vise le volume et le fait d'avoir des bâtisses qui sont dans des places clés et qui vont rapporter de l'argent, là, plus un espèce de modèle immobilier qu'un modèle axé sur le fait d'avoir des produits de qualité et avoir un service de renommée. Là. Donc c'est ce que j'aime, c'est ils réussissent bien, ils font de l'argent, et ce, en maintenant le service principal d'un restaurant, c'est-à-dire j'offre de la nourriture à quelqu'un qui est prêt à l'acheter, ce qui n'est pas le cas pour la majorité, à mon avis, des autres grandes corporations, comme on le mentionnait, McDonald's, Subway, sont très axés sur les points de service et la rentabilité parfois de leurs bâtisses. Donc c'est le point que je trouve assez distinctif, très intéressant. Bien évidemment, c'est une compagnie privée, donc il n'y a pas non plus... Vous pouvez pas investir dedans. Exactement, c'est un peu ce qui est la continuité et la stabilité de leur modèle d'affaires, c'est bien. Est-ce que le fait que ça reste privé, c'est bien? Oui. C'est sûr que c'est un petit peu triste pour les investisseurs et pour l'industrie du poulet. Mais c'est un peu c'est aussi dans leur core business de dire non, on voudra jamais être en bourse. D'ailleurs, je crois que justement dans son testament, Cathy, donc le père, hein, parce que c'est le fils évidemment qui a repris les reins, hein, parce que bon, tradition familiale, etc. Bah, c'est lui qui a repris les reins en tout cas de Chick-fil-A là, mais je crois que dans son testament, il avait dit que justement il ne souhaiterait jamais que Chick-fil-A soit en bourse parce que justement la pression des investisseurs te fait focuser plus sur la rentabilité à court terme. Et j'ai l'impression que c'est une entreprise qui focus très à long terme, tu vois. D'avoir été assez visionnaire en fait à l'époque, de dire aujourd'hui les gens aussi ils ont des contraintes à point de vue avec le bœuf, etc. Le poulet est quand même aussi une viande que tout le monde apprécie. Honnêtement, qui n'aime pas le poulet? D'ailleurs, ça c'était l'argument de notre fameux ami qui se reconnaîtra pas parce que je pense pas qu'il écoute le podcast, hein, mais ça c'est quand même très drôle là, mais ce qui est dingue aussi, c'est qu'ils ont été visionnaires pour aller battre le leader mondial du poulet frit, qui est en fait KFC. Parce que ce qui est fou, c'est que Kentucky Fried Chicken, qui était vraiment pour le coup la marque la plus emblématique du poulet frit américain, puis aujourd'hui qui sont disponibles à travers le monde, et ben KFC meurt aux États-Unis et au Canada. C'est un restaurant qui est en très grande difficulté, qui ne fait que de fermer. D'ailleurs, c'est assez drôle. Justement, à côté de chez moi, ils en ont ouvert un. Et il est déjà à moitié en train de fermer. Là, c'est complètement. J'ai du mal à comprendre leur stratégie à KFC. Il faut dire, ils viennent avec des restaurants qui sont beaucoup plus gras, etc. Le produit est beaucoup moins appealing, etc. Alors Chick-fil-A était malin justement de se positionner comme vraiment une entreprise qui va fournir de la qualité et pas de la junk qui est frite, etc. Où les pilons de poulet sont remplis de gras, etc. Là, bah,
pas que je trouve ça mauvais le poulet frit, mais tu vois, c'est intéressant de voir une entreprise qui va dire bon bah oui, on va peut-être faire, c'est quand même du fast-food, mais on va quand même faire attention à vous faire du fast-food au moins qui soit bon, etc. et relativement abordable, tu vois. Donc c'est malin, tu sais, comme business model d'être justement précurseur justement sur les changements des habitudes des consommateurs, puis justement profiter du déclin d'un de tes compétiteurs pour justement faire ta place dans l'industrie fascinante qui est celle du poulet frit aux États-Unis là. Mais en tout cas, je vous dirai un jour, en tout cas, j'essaierai de faire une review un jour si jamais j'ai l'occasion de goûter au poulet frit Chick-fil-A là. Mais bon, ça m'a l'air pas mal appealing. Et bon, on va voir ce que ça va donner par la suite là. Exactement. Donc sujet assez intéressant. Là, je pense que ça faisait aussi une bonne conclusion et une belle répartition pour notre épisode d'avoir une compagnie privée et une compagnie familiale. Là, je trouve qu'on a sous-estimé un peu lorsqu'on faisait le genre d'épisode comme ça d'analyse de compagnie. C'est très rare qu'on a touché ce genre d'industrie-là. À la fois le poulet, mais aussi le côté family owned et privé. Donc très intéressant comme sujet. C'est ce qui va mettre un terme à cet épisode en même temps. Donc à nouveau, merci Gab pour ta contribution à l'épisode. Merci tout le monde pour votre écoute. Comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez, encore une fois, des idées ou des partages également à faire sur les deux compagnies qu'on a analysées, qu'on a discuté un peu aujourd'hui. N'hésitez pas à les mettre publiquement dans la zone commentaire. En même temps que vous êtes là, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche. Ça aide énormément pour le référencement. Ceux qui veulent également partager des idées, des sujets, des relances également sur ces deux compagnies-là de manière plus privée, continuez à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les zones description des différents épisodes sur YouTube. Et pour la majorité d'entre vous, comme à l'habitude, qui nous écoutez sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Comme à l'habitude, si vous avez apprécié, allez mettre des likes, c'est possible, sur les vidéos, ou bien, comme toujours, n'hésitez pas à mettre des ratings ou des étoiles au niveau du podcast. Là, ça aide également énormément pour le référencement plus virtuel de la chose. Et comme à l'habitude, on le fait à peu près à chaque fois et on tire déjà maintenant bientôt la fin là, pour la saison 5. Comme on a dit, le dernier épisode sera la semaine prochaine avec le stock picking. Là. Mais c'est du référencement comme toujours. On aime le fait que la communauté vient du bouche-à-oreille, à la fois virtuel par le contexte des abonnements et tout, qui aide énormément à ce que ça apparaisse sur les pages de plus en plus de personnes, mais aussi qu'on sait que vous êtes beaucoup à le partager avec vos amis et votre famille, et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui crée encore une fois la proximité de notre communauté. Donc merci à nouveau, n'hésitez pas à le faire encore une fois si vous trouvez que le podcast peut plaire à certains de vos amis ou des membres de votre famille. Ça nous fait toujours plaisir de voir que de plus en plus de personnes nous suivent et justement peuvent proposer et continuer à créer cette culture de l'état financier qui encore une fois, il va falloir, à chaque fois que je me dis, à chaque fois qu'on finit une saison, il faut que je compte le nombre d'épisodes et que je me fasse un petit retour parce que ça devient presque une normalité de faire un épisode par semaine. Mais encore une fois, là, merci Gab, et sachez, bon, épisode la semaine prochaine comme toujours, là, mais on maintient la même stratégie. Donc on clôt la saison 5 et on lance la saison 6 directement après, donc pas de pause, pas de vacances, comme vous nous connaissez. On n'a jamais fait, je pense, une semaine de pause depuis le tout début du podcast, et ça va se maintenir pour le début de la saison 6. Là. Salut, bonne semaine. Bonne semaine à toi.